Mais non. Et puis on a essayé de trouver quelqu'un, et puis voilà, je me suis collé, donc je vais vous expliquer un petit peu la situation de la science. Vous allez voir, je me base essentiellement sur des sciences dures. Parce que la science économique, j'ai les deux métiers, c'est cool, je peux changer de casquette quand ça m'arrange. La science économique, c'est la science sociale, et donc c'est toujours un peu plus compliqué de se baser, parce qu'on est incapable de prédire ce qui se passe demain. On est très bon pour dire ce qui s'est passé la veille, on n'est pas très bon pour prédire demain. Donc ce que je vais vous présenter, c'est en général la science dure, il y a juste une personne qui est de la science économique et sociale. Donc, le sujet, on en a parlé, j'ai le menu. Je vais d'abord m'appuyer sur le travail qui a été fait par Swiss Re, que vous connaissez. Après, je vais regarder où on en est au niveau des évolutions des températures et des émissions de CO2. Je vais parler après de la croissance verte, pourquoi c'est une limite, et que malheureusement c'est un doux rêve, mais on n'arrivera pas. Je vais parler comment se préparer à la décroissance, quels sont en fait les éléments qui nous permettent d'être plus robustes, et après je vais parler d'un joli concept qui s'appelle l'antifragilité. Donc on va commencer par Swiss Re. Alors c'est loin d'être des gauchos, hein. On est d'accord, hein. Donc quand Swiss Re sort un rapport comme ça, ça percute, quoi. C'est la deuxième plus grande société de réassurance du monde, et pour eux, s'ils assuraient les bâtiments de Blatten, ils ont vite compris ce que ça va leur coûter, hein. Parce que l'impact du changement climatique sur leur business est très important. Donc, comment on lit ce tableau? Le rapport est très long, mais j'ai sorti que deux tableaux. Premièrement, vous avez les zones du monde qui sont en ligne, d'accord, le monde, l'Europe, on parlera de ce que ça fait. Puis après, ils ont 4 colonnes. La première colonne, c'est le réchauffement climatique qui était basé par rapport à la vision des accords de Paris. Ces accords de Paris, même avec les accords de Paris, si vous regardez l'évolution du PIB en 2050, au milieu du siècle, même avec les accords de Paris, ils imaginaient une décroissance. C'est-à-dire une réduction de création de valeur dans notre monde, et en particulier, on verra dans la Suisse. Après, vous avez les colonnes qui sont plutôt sur votre droite, c'est l'évolution de la température, et en fait, la question qu'on va se poser, c'est tiens, quelle colonne nous concerne aujourd'hui, quoi, par rapport à ce qu'on aura sur les années qui vont arriver. Colonne 2 degrés, colonne 2,6 degrés et colonne 3,2 degrés. Donc si on rentre un tout petit peu dans le tableau, le monde à 3,2 degrés, c'est moins 18% de la création de valeur en 2050. 18%. Alors quand on est à 0, on a le thermomètre qui monte à 40 degrés, et quand on est à moins 18, on voit ce que ça représente au niveau des activités économiques. Si vous regardez les zones qui sont les plus touchées, en particulier c'est l'Asie, il y a une bonne raison, c'est que si vous prenez en fait l'hémisphère, notre Terre en fait, sous l'équateur, c'est une grande partie des pays qui sont là aux alentours. En général, c'est 100 km au nord, 100 km au sud. Et là, ce n'est pas la température qui va poser un problème, c'est la température plus l'humidité. Donc vous êtes dans la rue, à Jakarta, il va faire 35-40 degrés, 100% d'humidité. Vous avez 2 heures pour vous mettre à l'abri. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester vivre dans la rue. Vous allez mourir parce que vous ne pouvez pas réguler votre température. Et l'addition des deux, c'est pour ça que l'Asie est vraiment... Et si c'est nos clients, avec des températures, on va dire 2,6, on va prendre le milieu, si c'est des clients à qui on vend des objets, 29% de baisse de leur création de PIB, c'est quand même compliqué parce qu'on n'aura pas grand-chose à leur vendre, hein, parce qu'ils auront déjà assez à se soucier en fait de leur évolution. Bon, on en est où sur les émissions de CO2? Vous savez que les accords de Paris visaient une décroissance de nos émissions de gaz à effet de serre avec une... Alors, il y a plusieurs courbes, hein, c'est ce que vous voyez sur la gauche, mais avec une tendance en disant zéro net en 2050. Le Valais a dit zéro net en 2060, et puis ça c'est le graphique qui est sorti il y a quelques jours, ça sort du four, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui montre l'évolution des gaz à effet de serre, du CO2 en particulier, dans l'atmosphère, dans le monde. Et donc, d'un côté, on doit faire ça, et de l'autre côté, on fait ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé à réduire un peu nos émissions de CO2. Il y a une année, le Covid. Il nous faut un Covid par année. Juste pour l'aviation, hein. Vous vous souvenez des images? Les avions étaient parqués sur les pistes d'aéroport, on ne savait plus où les mettre. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de place pour parquer les avions, heureusement qu'ils sont en l'air. Et donc, si tout d'un coup on devait les arrêter et les poser, en fait, on ne savait plus où les parquer.
On voit ce que le Covid, nous la Suisse, on n'a pas été complètement confinés, mais on voit ce que ça a impliqué pour l'économie mondiale, avec des pays qui se sont quasiment arrêtés. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse baisser nos émissions de CO2. On voit bien l'enjeu qu'on a aujourd'hui sur la stratégie. Bon. Donc, en gros, quelle colonne on choisit? En plus, il y a des incertitudes qui viennent se rajouter. C'est pour ça que le Suisse a intégré des colonnes qu'on verra après. C'est est-ce qu'on est sûr que les visions qu'on avait sur le stockage de CO2, par exemple, ça tient la route? Le graphique, là, il vient de sortir aussi, c'est la NASA. Sur votre gauche, vous avez ce que les forêts de l'hémisphère nord stockent en termes de CO2. De 2010 à 2016. De l'autre côté, c'est combien les forêts ont émis de CO2 dans l'hémisphère nord entre 2016 et 2022. Pourquoi, en fait, les forêts ne stockent plus net du CO2? À cause, entre autres, des incendies. Évidemment, quand vous prenez une forêt et que vous mettez le feu, en fait, le CO2 qui est capté dans le carbone, en gros, enfin dans le bois, en fait, il part dans l'atmosphère. Donc, alors qu'on pensait qu'on pouvait partir du principe que les forêts pouvaient nous stocker une partie du CO2, en fait, on se rend compte que c'est même plus le cas. Donc ça, c'est des incertitudes, et c'est pour ça que quand on regardait le deuxième tableau de Swiss Re, c'est de dire, ils ont rajouté une ligne qui s'appelle inconnu, mais inconnu sur l'impact, ou connu et sans avoir l'impact réel qu'on a. Un autre exemple, c'est les gaz à effet de serre qui sont émis en Russie à cause de la fonte du permafrost. Vous avez peut-être vu cette image où il y a un trou qui brûle depuis des années, ils ont mis le feu à un trou, il y a du gaz naturel dedans et ça ne s'est jamais arrêté en fait. Donc quand le permafrost dégèle, on a des émissions de gaz à effet de serre, c'est du méthane qui est beaucoup plus grave en fait que le CO2. Et ces éléments-là, en fait, il y a plein d'éléments comme ça dont on a une incertitude. Donc ils ont dit, on a le cas où on n'a pas d'incertitude, mais en fait il y a beaucoup plus d'incertitude qu'on imaginait. Donc c'est le cas de la Suisse. On est plutôt bien en la Suisse, mais n'oubliez pas que notre pays, en fait, on n'a pas une économie interne qui est très forte. On a beaucoup de clients étrangers. Et si on a nos voisins qui souffrent, on va souffrir aussi. Mais vous regardez, colonne 2 degrés, 2 degrés 6 ou 3 degrés 2, vous choisissez la colonne que vous voulez, et puis vous regardez incertitude importante, x 5, incertitude très importante, x 10. Le modèle aujourd'hui montre que c'est plutôt le x 10 qu'il faut prendre. Et donc, si vous regardez la Suisse, x 10, en 2050, on aura perdu 4,4% de notre PIB, de la création de valeur. Donc, ça, perdu net, évidemment, qu'il faudra trouver une solution. Bon. Alors, souvent, quand vous parlez de décroissance, les gens ils disent, mais non, on fera de la croissance verte. D'accord? Développement durable. Année 1974. Quand c'est sorti le concept au Club de Rome, le développement durable, on parlait d'équilibre entre les trois sphères, c'est-à-dire l'économie, le social et l'environnement. C'était trop mieux. C'était possible en 1980, c'est plus possible maintenant, c'est trop tard en fait. Parce qu'on a trop chargé la barque, malheureusement. Et Joseph Courregan, qui est, alors je suis un fan, c'était une partie de ma thèse de doctorat, il a démontré que l'économie qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle mécanique. C'est-à-dire, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Ça, c'est la règle qu'on a en général dans nos têtes quand on parle d'économie. Et puis lui, il dit, l'économie, ce n'est pas un système qui est basé sur la mécanique, c'est un système qui est basé sur le deuxième principe de thermo, c'est le sujet de ma thèse, deuxième principe de thermodynamique, qui dit, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme en se dégradant. Et en se dégradant, il a dit, en 74 ou 72, je ne sais plus, il a dit, c'est impossible qu'on puisse avoir une croissance infinie, simplement parce que, à force, le recyclage, on n'aura que de la poussière, donc on ne pourra plus rien en faire. Et vous savez bien, quand vous prenez une voiture, vous la broyez, quelle est la partie d'acier, quel est le pourcentage de matériel qu'on peut recycler dans une voiture neuve? Évidemment, ce n'est pas 100%. Et c'est comme ça qu'il identifie la chose. Et en même temps, à peu près en même temps, c'est l'équipe Mido, aussi 72, 74, en fait, ils ont sorti leur rapport en 72, et puis ils n'étaient pas sûrs des résultats, c'est pas possible, on ne peut pas sortir ce résultat-là, parce que ça contredisait à peu près tous les modèles économiques qu'on avait. Ils ont ressorti le rapport en 74 et ils ont confirmé que c'était juste. Alors qu'est-ce qu'a fait Mido? Ils ont dit, science dure, biochimie, chimiste, et puis ingénieur. Ils ont dit, mais comment l'évolution de notre planète va évoluer? Pas d'un point de vue économique, d'un point de vue purement de ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, ils ont pris la pollution, les ressources naturelles, la création d'aliments pour manger, et la création de biens industriels, et ils ont regardé l'évolution sur la population. Tous les démographes ont dit, là, on va stabiliser notre population terrestre à 12 milliards.
Et en fait, Mido, en 74, disent non, c'est pas vrai. À partir de à peu près au milieu, la population va commencer à baisser. Et le à peu près au milieu, c'est maintenant. En fait, si vous regardez, c'est maintenant, mon machin ne marche pas, mais à peu près au milieu, c'est ici. C'est aujourd'hui, quoi, 2025. Et dans le graphique que vous avez là, ce qui est en trépied, c'est ce qu'il a imaginé, c'est ce qu'ils ont prévu. Et en très plein, c'est ce qu'on a mesuré. 2011, 74, 2011. Jamais aucun économiste n'est capable de faire ça. Hein. C'est-à-dire de prédire l'évolution économique sur une période aussi longue, avec tous les enjeux commerciaux, de contraintes politiques que vous avez dans le monde, c'est impossible. C'est uniquement des gens qui font de la science dure qui sont capables de faire ça. Et regardez les courbes. Elles sont quasiment collées. Quasiment collées. Et là, aujourd'hui, quand je fais un cours à mes étudiants qui sont là-bas derrière, je leur dis, c'est maintenant l'effondrement de la population. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme espoir en disant, ça va aller, hein, ça va. On est d'accord. Donc, Mido, c'est très embêtant parce que malheureusement, elle a réussi. Il y a d'autres études qui ont montré que en 2011, ça c'est le résultat de 2011, mais après en 2020, il y a aussi un travail qui a été fait pour montrer que ça continue. Hein. Pour l'instant, ils ne se sont pas trompés. Alors, il y a de l'espoir, hein. C'est-à-dire que peut-être que si on avait réduit nos émissions de CO2 suffisamment depuis l'accord de Paris, ça aurait évité. Je précise que comme il doit faire ça, il n'a pas intégré dedans le réchauffement climatique. Ce n'était pas quelque chose qui était actuel. Bon. Est-ce qu'on peut ne rien faire? Là, Timothée Barry, que vous connaissez peut-être, il y a plein d'autres auteurs qui disent. La variante de croire qu'on peut continuer comme ça ne marchera pas. Donc c'est pas possible d'imaginer qu'on continue. Il y a deux chemins possibles. Et il n'y en a que deux. Le troisième n'existe plus malheureusement. Le premier, c'est on ne fait rien et on subit une récession. Ce que tout le monde a peur, parce que ce n'est pas maîtrisé au niveau de la politique. On subit, en fait. Parce que c'est ce que Trump est en train de nous faire avec les taxes. Hein. Il est en train plein de nous enlever dans une situation où on est en train de jouer avec le feu, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Le chômage de masse, évidemment, regardez l'économie automobile en Allemagne, le nombre de gens qui ont commencé à licencier. C'est des inégalités aggravées. En général, dans ces situations, c'est les plus faibles qui payent. En général, c'est les enfants et les femmes, en fait. Les communs restreints. Je ne peux pas faire un cours sur le commun, c'est ça que j'adorerais, mais les communs, c'est comment on met ensemble, en fait, plusieurs approches pour travailler ensemble. Et puis, évidemment, écologie abandonnée. Ça, c'est la récession. C'est-à-dire que moi, avec mon corps, je dois perdre 5 kilos. Il y a un chirurgien qui me dit, je te propose une solution, je t'enlève la jambe en dessous du genou. 5 kilos, ça marche. 5 kilos, résultat atteint. Sauf que, avec une jambe en moins, c'est quand même beaucoup moins drôle à vivre. L'autre stratégie, c'est ce que plaide Paris, il dit, il faut plutôt la planifier. Pourquoi? Parce qu'au niveau politique, on sait comment on va, où on va réduire, d'accord? Au niveau du chômage, on va répartir les gens de telle manière que, on sait qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes. On peut les recycler dans d'autres secteurs. On va effectivement avoir des inégalités, mais on va les maîtriser. On va être capable d'avoir des communs développés et surtout de s'occuper de l'écologie. Dans le processus, on n'enlève pas la jambe, on peut maigrir. Je peux maigrir quelques kilos. Bon. Est-ce qu'il faut qu'on parte du principe qu'on n'a pas de réchauffement climatique et qu'il n'y aura pas d'impact sur notre économie? Ça, c'est un tableau qui a été publié par l'Office fédéral de la protection de la population. On le connaît bien, parce que quand M. Parmelin nous a dit « mettez les couverts sur les casseroles », pour cuire les pâtes, je pense qu'il n'a jamais pu faire des pâtes de sa vie, parce que tout le monde sait qu'on va mettre des couverts sur une casserole, évidemment. Donc, mettez des couverts sur les casseroles, pourquoi? Il disait qu'il faut économiser l'énergie. Et il nous a dit, le risque le plus grave qu'on a dans notre société, c'est pénurie d'électricité, le petit carré tout en haut à droite. C'est très très grave, et c'est probable. Bon, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis que ce graphique est sorti? Rien. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a eu la crise énergétique? Alors on a fait plein de trucs. On s'est rendu compte qu'on a failli passer un blackout qui va durer plusieurs jours en Suisse, on voit ce que ça veut dire. Alors, je sais que vous, les entrepreneurs, vous avez tous un plan de continuité d'activité, depuis qu'on a suggéré à tout le monde de le faire. Comment mon entreprise va continuer sur tout le courant électrique? Alors vous, entreprise qui fait du commerce, ça va, d'accord, mais pour l'État, par exemple, comment on fait pour s'assurer que ce n'est pas open bar dans les musées? Parce qu'il n'y a plus d'alarme. Au cas l'électricité qui disparaît, il n'y a plus d'alarme pour dire qu'il y a une effraction. C'est le genre de détail qu'il faut évidemment se pencher. Et maintenant, si vous regardez, j'ai mis en noir, en bloc autour, tous les éléments qui touchent le réchauffement climatique. Si vous additionnez tout ça en termes d'impact financier du réchauffement climatique et la probabilité que ça arrive,
évidemment, ça dépasse la partie du blackout. Donc, la somme des impacts qu'on a sur le changement climatique, liés aux crues, chipis, liés aux montagnes qui tombent, Blatten, c'est des choses qui sont chez nous. Hein. J'aurais pu vous faire ça dans toute l'Europe, dans toute la Suisse, dans tout le monde. L'addition de tout ça va me coûter très cher, c'est pour ça que je suis préoccupé de la chose. Bon, je viens sur deux derniers auteurs. Bon, le constat c'est que c'est grave, il faut qu'on s'en préoccupe. On peut ne rien faire, mettre la tête dans le sable et faire en l'air, ça ne résoudra pas le problème, évidemment. Donc là, clairement, ça va être grave si on ne fait rien. Mais il y a des gens qui nous proposent, peu de personnes nous proposent des solutions pour anticiper la problématique. Comment il faut qu'on fasse pour qu'on réduise, en fait? C'est pas facile. Aucun cours en économie, j'en ai fait des heures d'économie à l'université, j'ai jamais eu un cours sur la décroissance. Je ne sais pas comment il faut faire. Il faut qu'on s'y colle. Alors on a des auteurs comme Olivier Armand qui disent pourquoi il faut qu'on puisse arriver à réduire. Et il nous dit les espèces qui ont réussi à survivre longtemps, là il parle du siècle, les espèces qui ont réussi à survivre longtemps, ce n'est pas des espèces qui sont efficaces, c'est des espèces qui sont robustes. La différence entre efficacité et la robustesse. Il dit, si vous voulez être efficace, le panda, vous prenez le panda, il est super efficace, hein, il mange que du bambou. Si vous lui enlevez le bambou, il est mort. D'ailleurs, les Chinois, en fait, font des élevages de bambou pour être sûr qu'il y ait peu de pandas qui sont encore vivants qui s'arrivent à vivre. Donc, il plaide sur la mise en place de la robustesse, et vous avez tout un processus, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais comment il faut faire, mais c'est un bouquin que vous devez vraiment lire, c'est super important. Dernière approche, c'est Taleb. Taleb, il a une approche différente. Et je ne vais pas faire, je vais me faire engueuler si je veux le faire, parce qu'il faut ramasser le verre. Et vous imaginez très bien ce que je vais faire. Si je prends ce verre, que je le lâche, il va tomber, il va se casser. Ça, c'est fragile. J'ai une autre approche. Je peux le mettre en verre, en plastique. Je change le verre et je mets du plastique. S'il lâche, il tombe, il ne va pas se casser. Ça veut dire que je suis capable d'avoir un système qui n'est pas fragile. C'est robuste. Mais je n'ai rien appris. Taleb, il dit, il faut apprendre des échecs et des grosses crises qu'on a eues pour qu'on puisse être moins fragile. Alors l'exemple de l'électricité, c'est super cool, parce que ça marche bien maintenant. On sait en Espagne qu'on a eu un blackout. Qui, Suisse, délégation suisse, on a fait pendant une envolée d'avion, on prend un train, on prend tous les professeurs, on prend tous les spécialistes de la transition, on prend tous les gens qui ont besoin, les hôpitaux. Comment ils ont fait pour continuer un service public, par exemple, pour s'assurer en fait que les hôpitaux ne montaient pas l'eau par les conduites des pompiers pour assurer les soins des gens qu'on avait à l'hôpital cantonal. Leur expérience du blackout était court en plus, hein. Nous, il faut pas, probablement il va durer plus longtemps, mais il était court. L'expérience qu'ils ont acquise, pour regarder comment ça s'est passé, pour faire, et puis les échecs qu'ils ont eu évidemment, en fait, il dit il faut qu'on aille étudier ces modèles-là, parce que c'est grâce aux échecs des autres qu'on va grandir un peu plus et comprendre en fait comment ça va évoluer. Donc ça, je vous propose, si vous voulez, j'organise un train, je vais faire une liste là, au fond de la salle, et puis vous vous inscrivez quoi, juste pour voir comment ils ont fait. Je pense qu'il y a un autre pays où vraiment ça m'intéresse, d'ailleurs les Libanais, tout à l'heure, allons voir au Liban. Le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient. C'était comme nous en fait. Ça s'est effondré. Mais comment ils ont encore réussi à financer leur université? Comment ils ont encore réussi à financer le service public? C'est super important d'aller voir ces gens-là qui ont justement été robustes et qui sont évidemment antifragiles. Bon, je vais conclure, parce qu'après je vais me dire, c'est trop long. Il faut choisir. Vite. Et j'ai pas mis le film Ma petite entreprise, d'accord? J'ai mis la belle verte, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il faut vite changer. Et on est très en retard, ou bien Mad Max. Alors moi je suis un fan de Mad Max dans les films, mais qu'est-ce que j'aimerais pas que ma femme y vive? C'est là, hein? Il faut agir, sans retenue, avec espoir. Hein? L'asine, pour une Suisse indépendante et neutre. Pour moi, c'est pour une Suisse indépendante. En énergie, pour la robustesse, et neutre en CO2, pour éviter qu'on ait 3,2 degrés. Je conclue par celle-là qui Churchill qui cite tout le monde savait que c'était impossible, j'ai changé, hein. Tout le monde savait que c'était impossible de le faire. Et puis un jour, une femme, je pense que nous les mecs, on a un peu de la peine à imaginer la décroissance. Je pense que les filles, pour moi, sont plus armées que nous, en tout cas le féminin. Donc un jour, une femme est venue, elle ne le savait pas, et elle l'a fait.
Donc, a priori, il y a encore de l'espoir, parce que grâce aux dames qui sont dans la salle, on va vous suivre, mesdames, puis vous direz comment ils font faire. Merci Stéphane Gelon pour cette présentation extrêmement stimulante, qui fout un peu de blues quand même, on va être honnête, avec humour mais un peu quand même. D'abord, on a pleuré avec les études dans le premier cours, puis après le reste de l'année, on parle que des solutions. C'est parfait. Le Mad Max, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est particulier. Il faut être du bon côté quand on est dans Mad Max. Donc décroissance Paris Fou, nécessité, on va débattre sur la base de ce qu'a présenté Stéphane Gelon. Je demande à Sophia Demeyer de nous rejoindre, fondatrice d'Opaline, de Whitepod, membre du conseil d'administration de Roman d'énergie et de l'hôpital Riviera Chablais. Sophia Demeyer, bienvenue. Je vous demande du bon accueil. Un voisin qui est venu en voisin depuis. Lise Amazon, présidente du Parti des Verts, ancienne conseillère aux États genevoise. Bienvenue Lise Amazon. Et Serge Godin, directeur de l'Obélis, bien connu de nos services, surtout par mauvais temps, ces quelques dernières années. Bienvenue Serge Godin. Monsieur Gelon, je dois vous dire, vous êtes prof, et puis il y a un bonheur quand on anime des débats et qu'il y a des profs sur scène, c'est qu'on peut voir comme eux vous êtes, donc on va vous noter, ce qui va faire plaisir à vos élèves d'ailleurs. J'ai demandé aux participants, pour entrer dans ce débat, je leur ai donné 1 minute 30 chrono, j'ai un compte à rebours qui est enclenché, pour prendre position d'une certaine manière, commenter vos propos, pour avoir aussi tout le panel des positions qu'on a. Bon, on va commencer par vous, Sophia Demeyer. Vous avez 1 minute 30. Hop. Hop, voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors moi, j'ai en 1 minute 30 peut-être 3 réactions sur la présentation. La première concerne pour moi le narratif, qui est quelque peu paralysant. Je crois que si on parle de décroissance, de récession, c'est peu incitatif. Moi, je favorise un narratif plus positif qui donne vraiment l'envie d'agir, et je préfère parler plutôt de parler de décroissance, de croissance sur d'autres formes de capitaux, le capital humain, le capital social, et bien sûr le capital naturel. Le deuxième point, et on développera j'imagine plus tard, le deuxième point concerne une réalité de terrain. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Quand j'amène la notion de décroissance dans un conseil d'administration, c'est un peu peine perdue. Et ça a été dit brièvement, donc je pense que la bonne porte, pour être pragmatique, c'est au niveau de la gestion du risque. Puisque finalement, et ça a été dit, la nature est le fournisseur unique, et j'aimerais dire irremplaçable, d'une entreprise. Et même plus loin, c'est ce qui nous permet de créer de la valeur. Je veux dire, si on regarde ce qu'on porte aujourd'hui, l'eau qu'on va boire, la bouteille dans laquelle elle est mise, la lumière qu'on a sur nos têtes, tout ça provient de ce fournisseur unique. Et ne pas le prendre vraiment en considération comme tel, dans un développement d'une gestion des risques, eh bien, c'est en perdre le sens, pour moi, des affaires et de créer de la valeur. Le troisième point touche à une évolution que j'espère voir arriver rapidement sur le cadre plutôt régulatoire et particulièrement sur les normes comptables. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu et on le sait, on ne peut plus traiter la nature sur une ligne de budget, mais plutôt comme un réel capital et pouvoir le mettre dans nos comptes comme un capital et non une charge. Merci. Vous avez presque tenu ta ligne, bravo. Je vous ai accordé 20 secondes. Philippe Dantermont. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec le professeur? Bon, je vais endosser ce rôle avec plaisir. Je pense qu'il y a un troisième film dans celui qui vous était proposé, c'est Dr Chivago. Parce que, pour ceux qui connaissent, ça parle de l'URSS. Parce que si vous avez lu Timothée Parric, et je l'ai fait, le livre qui nous a été présenté, le modèle qu'on nous propose ici, c'est un modèle de planification économique totale, un modèle qui s'apparente à ce qu'on a fait en URSS. Alors ça a marché en matière de décroissance, à tous les niveaux, de récession et de famine et de pauvreté. En réalité, monsieur le professeur Genoux,
nous confond deux choses, à mon avis. D'abord, il y a l'impact du réchauffement climatique qui est indéniable sur l'économie. Si FISRE projette 4,4% d'impact sur l'économie, de récession sur l'économie, ça ne veut pas dire qu'on aura 4,4% de récession. C'est l'impact du réchauffement climatique sur l'économie. Il y a d'autres facteurs qui contrecarrent ce phénomène, il y en a d'autres qui amplifient ce phénomène. D'ailleurs, déjà cette année, nous avons un impact du réchauffement sur l'économie. En Valais, on le sait, une année où il y a peu de neige, évidemment, l'économie touristique, par exemple, se porte moins bien. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit anticiper cela et l'amplifier avec une décroissance en encourageant l'économie à chercher à aller vers le moins? Et pourquoi est-ce que l'économie va vers le plus? C'est le cœur de la question qui se pose ici. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10. Alors je développerai ça par la suite, mais le seul point qui compte ici dans la question de la décroissance, c'est est-ce que le rôle de l'État, c'est d'encourager les gens à vouloir moins, et pour y arriver, il faut planifier l'économie, ou est-ce qu'on doit laisser les gens aller vers leur vocation naturelle qui est d'aller vers le plus? Et dans ce cas-là, on admet la liberté et la croissance est probablement la meilleure réponse à la question du réchauffement climatique. On en débattra tout à l'heure. Il y a eu quelques arrêts de jeu, mais on y est. Merci. Bon, toute la question, c'est le plus de quoi? Parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que dans un monde où on vit une crise climatique, on a des impacts directs sur notre capacité et notre liberté à avoir plus, et notamment plus de bien-être. Mais ce que je voulais rebondir sur la présentation, peut-être ce qui manque, c'est cette question de la manière dont on calcule la croissance. Est-ce que l'indicateur est l'indicateur le plus juste? Est-ce que le PIB, qui est un indicateur dans lequel, quand on a une guerre, on va faire augmenter le PIB, ou bien quand on a plus d'accidents, ou quand on a plus de malbouffe, et donc plus de maladies, et donc plus de nécessité d'avoir recours à des médicaments, on va faire augmenter le PIB. Est-ce que c'est le bon indicateur? Est-ce que cet indicateur qui ne prend pas en compte, par exemple, tout le travail du care non payé, réalisé majoritairement par des femmes, mais sans lequel notre société ne fonctionne pas, concrètement ne fonctionne pas dans ses besoins quotidiens, ce PIB ne prend pas du tout en compte cette question-là, est-ce que c'est le bon indicateur? C'est peut-être la question qu'on doit se poser. Vous êtes la plus disciplinée, madame. Bravo. Serge Godin. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors je crois qu'il y a un élément très important qui manque à sa présentation, c'est transformer. Parce que ce n'est pas binaire, on ne fait pas que de la croissance, il y a la décroissance. Une société comme Novelis, aujourd'hui, on n'utilise pas la croissance. Ça fait 10 ans qu'on est axé sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée aujourd'hui se fait notamment par l'économie circulaire. S'il y a une seule décroissance qu'on devrait en tout cas accepter aujourd'hui, c'est la décroissance de l'extraction des matériaux. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, plus de 100 milliards de tonnes sont extraits de notre planète, qui est finie. Par contre, on est capable de recycler que 7% de ce qu'on utilise. Et là, je vois vraiment comme un monde d'opportunités et de transformation qui va créer la valeur pour le monde économique. Serge Godin, c'est le plus efficace de tous. Merci beaucoup. On va d'abord, pour quand même parler à la défense, c'est pas un peu loin du terrain, l'URSS, les indicateurs peuvent être précisés, vos élèves ne vont pas vous rater. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que vous répondez à? Il y a différentes critiques et différents points positifs sur d'abord le questionnement. Je rappelle ce climat qu'au début c'était 12 minutes. On m'avait laissé 15 hier soir. Ouais. C'était un crève-cœur. Qu'est-ce que je dis en 15 minutes? Mais je suis d'accord avec Mme Masson sur les indicateurs de prospérité et pas de croissance. Il faut qu'on parle de ça. Je voulais parler d'autres auteurs, mais je n'ai pas eu le temps. Sur la planification, je suis d'accord avec la vision de M. Lanterneau, M. Barry qui nous présente un modèle dont je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire le fait qu'il faut planifier. Il va très très loin. Mais il va très loin. Mais il faut se poser la question. Et je pense qu'il faut qu'on ait des chaires d'économie qui justement puissent contribuer à imaginer un autre monde que la planification à la Paris. Ça, je suis convaincu. Puis je suis d'accord avec aussi M. Godin sur la problématique du recyclage. Il faut. Mais dans le bleu, on est beaucoup trop tard. On est trop tard. Non, le circulaire suffit plus. Ça, c'est clair. Alors là, on pourrait. Si vous me laissez un quart d'heure de plus. Non. On va gérer. Vous avez un micro, hein, parce que vous êtes le seul qui a un micro comme ça. Parce que voilà, on ne peut pas vous l'enlever. Non. Vous avez je t'ai dit. Je le sais. C'est un peu directement. Oui, très brièvement, non, on n'est pas en retard, on est au début. C'est un monde d'opportunités. Et c'est vrai que souvent la Suisse, on dit champion du recyclage, c'est pas vrai. On est champion de collecter, trier. Mais on n'est pas les champions de transformer ce qu'on a utilisé.
Donc dans ce domaine-là, il y a aujourd'hui toute une palette d'innovations pour justement récupérer tout ce qu'on a consommé, réutiliser. Et notamment, ce qui est très important dans le recyclage, c'est pas de recycler n'importe quoi, il faut recycler ce qui est facilement recyclable, avec très peu d'énergie, et l'aluminium, par hasard, c'est le meilleur matériau pour le recyclage. Sophia de Meyer, on va peut-être commencer dans une question plus économique. Sophia de Meyer, est-ce qu'il peut y avoir un modèle d'affaires? Vous avez fondé Opaline, vous avez fondé aussi dans le domaine du tourisme, vous êtes dans les conseils énergétiques, d'hôpitaux, donc vous voyez différents secteurs. Est-ce qu'on peut imaginer un modèle décroissant viable, sans subvention? Ça, Alors, je vais déjà rebondir sur la notion d'économie circulaire. Pour moi, elle est bien sûr très importante, parce qu'elle va essayer de faire moins de dégâts, on va dire comme ça, en optimisant les ressources. Ce que j'aimerais ajouter quand même, et ça touche au modèle d'affaires Opaline, c'est d'intégrer une notion de la régénération. Et ça touche aussi aux mesures de performance et de résultats. Pourquoi? Parce que si on revient au capital naturel, et on en dépend grandement, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire moins de dégâts, mais c'est de se poser la question du coût de régénération de ce capital qui nous permet de créer de la valeur en entreprise. Donc, Opaline, comme exemple concret, ce qu'elle a fait dès le début de sa création en 2009, c'est qu'elle a intégré dans sa structure de prix, donc dans ses prévisions financières, ce coût-là. Comment elle l'a fait? Elle se fournit en produits et fruits et légumes de la région biologique, organique. Ça, c'est très important, ça a un coût, c'est intégré. Elle produit localement et de manière circulaire, ça a un coût aussi, parce qu'il y a le coût d'investissement, c'est intégré. Et elle se limite au marché suisse. Là, on pourrait parler d'une croissance vertueuse ou limitée, parce qu'elle se limite à un marché dans une distance géographique et donc de mobilité et d'impact limitée. mais on n'est pas dans un produit de masse. Non, mais l'idée, c'est pas d'être dans un produit de masse. L'idée, c'est de développer un modèle d'affaires, on parlait de modèle d'affaires, et de faire en sorte qu'il serve d'exemple pour qu'il soit réplicable. Donc, il ne s'agit pas d'exporter le produit, mais d'exporter le modèle. Lisa Mazon, on l'entend, il y a aussi une question liée à l'économie circulaire, c'est une question de réglementation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réglementation dans le canton de Vaud, où c'est un contre-projet, c'est pas très contraignant? Est-ce que vous pensez qu'il y a des majorités politiques aujourd'hui pour mettre en place un modèle d'économie circulaire? Il y en a eu, par exemple, au sein du Parlement, vu qu'on a adopté une révision de la loi sur l'environnement. Vous avez adopté une révision de la loi sur l'environnement qui inscrit les principes de l'économie circulaire. Et là, on est au principe. Oui, mais c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. C'est des objectifs. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que pour mettre en place une économie circulaire en Suisse, il faut avoir de l'industrie. Puis, en fait, le point faible de la Suisse, où là, on devrait se poser des questions, c'est quelle est la part de l'industrie dans notre économie en Suisse? Quelle est la part de l'économie réelle, de l'économie qui produit, qui va vous amener un objet à la fin ou une valeur directe? Et aujourd'hui, en Suisse, alors vous avez un peu la pharma aussi dans le canton de Valais, mais je pense que peut-être que ici, l'économie réelle est bien représentée. Mais aujourd'hui, en Suisse, c'est pas ça qui va faire peser fortement la croissance ou les budgets, par exemple, les retours pour la Confédération. C'est par exemple le trading des matières premières, massivement. Ou bien tous les flux qui sont liés, par exemple... Bon, ça remplit les caisses quand même, le trading, je n'ai pas. Ça remplit les caisses, mais vous posiez la question de l'économie circulaire. Ouais. Comment vous voulez faire de l'économie circulaire quand vous êtes en train de faire du trading des matières premières? On a un peu tout schizo, en fait. C'est juste la question, avant de dire on va obliger, on a une économie de marché, on va tout planifier. Mais attendez juste, est-ce qu'on a en place, en Suisse, les conditions cadres qui permettent à une vraie politique industrielle et à cette politique industrielle de se développer et du coup de devenir plus indépendante. Parce que l'enjeu géoéconomique il devient toujours plus important. Et cette ultra-dépendance de la Suisse, elle pose des questions en termes de fragilité qui sont urgentes. Philippe, légèrement sur cet élément de diversification de l'économie et de politique industrielle, est-ce que c'est probablement un vilain mot pour vous, politique industrielle, j'imagine? Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire maintenant? On voit qu'on a un secteur de la pharma qui attaque, on a un secteur financier qu'il faut peut-être protéger ou pas, il y aura une discussion au Parlement, il y a des branches qui sont affaiblies, est-ce qu'il ne faut pas, c'est pas l'heure des choix stratégiques aussi au niveau politique?
Écoutez, moi je suis terrifié de voir les États avec cette tendance depuis des années à vouloir, pour des motifs soit de protection de l'environnement, à mon avis qui sont un prétexte idéologique pour cela, soit pour des motifs de chauvinisme économique, chercher une espèce d'autarcie économique. Rappelez-vous quand même qu'il y a un siècle, la moitié de la population de la planète qui vivait sous le seuil de pauvreté n'avait pas à manger. En un siècle, nous avons permis à 90% des gens d'avoir à manger et à 95% des gens d'être au-dessus du seuil de pauvreté. Ce progrès, on ne l'a pas obtenu simplement avec les grands discours sur l'économie circulaire et ce qu'on pourrait faire dans 50 ans, on l'a obtenu Oui, mais on grâce a crédit peut-être au niveau naturel, si on comprend. Non, on l'a obtenu grâce à la croissance économique, grâce au libre-échange, grâce aux échanges internationaux. Et ce progrès, on l'a eu en Suisse aussi, mais on l'a eu dans le monde entier. Je vous rappellerai que sur le continent européen, nous connaissions des famines il y a un siècle. Les pays européens étaient parmi les pays qui étaient en souffrance alimentaire il y a un siècle. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est un progrès extraordinaire que l'on a connu dans le monde entier. Et les gens qui aujourd'hui regardent cela avec dédain et disent on pourrait très bien revenir là-dessus, finalement le progrès qu'on a fait est très secondaire, oublient qu'il y a des milliers d'années de pauvreté et de paupérisation. Comme ça, si tout le monde va comme ça, Philippe Montermont, oui. Si tous les pays du monde s'y mettent comme nous, là, la question des ressources, pour moi, se pose. Alors, je ne partage pas votre point de vue, parce qu'il faut... C'est une question. Non. Le problème dans tout ça, c'est qu'on mélange deux choses dans la présentation de M. Genoux et dans les vôtres, c'est qu'on met Timothée Paric, sur le même plan que les projections de l'évolution du climat dans les 50 prochaines années. C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir en effet le climat qui se réchauffe avec un impact sur la croissance économique, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faille appliquer des méthodes qui ont montré leur échec ces dernières décennies. Alors, il ne faut pas confondre la croissance économique, qui est en soi la croissance des produits, des richesses produites. La croissance économique du PIB, c'est la croissance des valeurs ajoutées, la somme des valeurs ajoutées, c'est ça le PIB, ou la croissance des salaires que tout le monde souhaite, et la croissance de l'utilisation des matières premières. Personne n'a jamais souhaité la croissance des matières premières. Quand on est sorti de l'âge de pierre, c'est pas parce qu'on n'avait plus de pierre, c'est parce qu'on a inventé d'autres méthodes. Et probablement que dans un siècle, on aura d'autres matières premières qu'on utilisera. Par rapport à ça, je suis un peu seul en quatre sur ce sujet-là. Je suis seul méchant à défendre le système économique dans lequel on vit. Donc permettez-moi simplement sur ce sujet-là. Laissez-moi juste quand même vous rappeler une chose. Depuis 1990, l'Allemagne a une croissance économique et une décroissance de ses émissions de CO2. Depuis 2010, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont une croissance économique avec une décroissance de leur émission de CO2. C'est la preuve que nous pouvons avoir une croissance économique, une croissance des salaires et des valeurs ajoutées, mais une décroissance de nos utilisations des ressources naturelles. On va descendre la table dans le sens. Saint-Gonin, vous êtes donc. L'industrie, c'est tout ce que c'est. Tout d'abord, l'économie circulaire, c'est pas seulement un concept, c'est la réalité, ça se passe tous les jours. Et Novelis a réduit 30% ses émissions de CO2 en 5 ans. Donc évidemment qu'on peut faire de la valeur ajoutée avec ça. Où je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Lantermont, c'est que la politique suisse doit s'occuper d'une politique industrielle et économique. Parce que si les autres pays s'en occupent et si nous on ne fait rien, on ne va que subir toutes les décisions qui sont prises. On n'a qu'à voir aujourd'hui la problématique. Le deuxième point pour Mme Mazot, c'est pas parce qu'on fait du trading à Genève qu'on ne peut pas faire de l'économie réelle, circulaire en Suisse. Et le trading à Genève, on le connaît bien sûr, on va réduire nos achats sur les matières premières, mais ils sont aussi très ouverts et ils intègrent aussi, bien entendu, toutes les activités de recyclage. Oui, les Amazones, c'est ça un peu le risque de l'économie circulaire et de la politique industrielle, c'est qu'on va choisir des secteurs, alors qu'aujourd'hui, on a quand même un tissu assez extraordinaire où les risques se compensent. On voit, c'est les banques ont des problèmes avec le secret bancaire, il n'y aura pas de place financière, elle se maintient, on a une industrie qui se maintient quand même, c'est compliqué, mais ça se maintient. On a ces équilibres entre les différents secteurs, et faire des choix, c'est peut-être faire des erreurs. Mais ne pas en faire, c'est aussi faire un choix. Oui, et peut-être tu vas prendre le risque de se tromper dans le choix. Non, mais quand on fait le choix de laisser la liberté dans l'allocation des ressources... Mais la liberté de quoi? Par exemple, vous prenez... Des opérateurs économiques. Non, mais par exemple, vous prenez Temu. Temu, c'est le choix de la liberté. Effectivement, il n'y a aucune régulation. Et c'est le choix, du coup, de laisser importer massivement des produits hyper mauvaise qualité, qui sont produits dans des conditions détestables pour les êtres humains et pour l'environnement. Et ces produits de mauvaise qualité qui sont à prix totalement bradés, ils détruisent le commerce de détail en Suisse. Ça, c'est le choix de la liberté. C'est intelligent pour nous, ça nous aide. Pas du tout. Donc la question, c'est quand même se poser, et qu'il faut se poser, c'est quand même qu'est-ce que nous, en Suisse, on veut pour demain. Et là, il faut quand même un petit peu reprendre les rênes. Parce que juste dire,
on va ouvrir toutes les frontières, on a aboli les frais de douane complètement. Hein, parce que comment on veut négocier quoi que ce soit? De toute façon, on n'a plus de frais de douane, on les a abolis dans le secteur industriel totalement, en se disant ça va être notre avenir. Ben, la situation, c'est que vous avez vraiment... Donc on ouvre les droits de douane, en fait. Comment? Il faut donner le droit de douane. Ben, les droits de douane, c'est une politique qu'on mène. C'est un peu trumpiste, en fait. Moi, je suis... C'est les droits de douane, c'est les droits de douane. Ben, par exemple, là où je suis d'accord avec Trump, par exemple, c'est que le prix des médicaments est trop élevé et que c'est pas normal que ce soit Roche qui décide de quel médicament est disponible en Suisse et à quel prix, et que la balance tire comme ça vers le haut. C'est une question politique. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il fait une politique au détriment de sa propre population. Ça va être une récession mais massive et ça va être une inflation. Et surtout, ça va être horrible pour la population la plus pauvre aux États-Unis. Donc peut-être la question qu'on va se poser, c'est peut-être si on attend un peu au final. De toute façon, il y aura des réactions aux États-Unis et ça va réagir. Et puis c'est une politique où il veut juste favoriser quelques ultra riches dans son pays, les oligarques de la tech qui prennent le contrôle sur les décisions étatiques. Et là, la question est liberté, mais la question c'est qui gouverne, qui prend des choix politiques, où on va ensemble. Est-ce que c'est Musk qui décide de ce qu'on veut comme démocratie? Est-ce que c'est Musk qui décide de ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on n'a pas le droit de dire parce que c'est pénal? Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser, c'est une question de souveraineté. Si on revient en Suisse, Sophia Demeyer, vous êtes entrepreneur et vous êtes dans plusieurs conseils d'administration, vous avez un peu les contraintes des différents domaines. Quand vous entendez quand même qu'on veut faire de la politique industrielle, faire des choix qui sont ceux de la politique, ça vous inquiète quand même pas un peu votre esprit entrepreneur, votre expérience? Vous dire, ils vont m'expliquer ce que je dois faire et comment et où. Alors, je vais répondre à cette question. J'aimerais d'abord rebondir sur la notion du progrès. Pour vous faire part de mon expérience et vraiment de valeurs que je porte assez fortement, je crois qu'aujourd'hui, de faire évoluer nos modèles d'affaires en prenant en considération les différents capitaux que je vous ai cités, ce n'est pas renier le progrès, c'est au contraire faire en sorte qu'il puisse exister encore pendant des années à venir. Donc pour moi, ce n'est pas du tout de renier le passé, mais c'est de réaliser avec humilité que le progrès s'est quand même fait au détriment du capital naturel, des écosystèmes, et c'est ok, voilà, ça a été fait, on n'avait pas les mêmes notions scientifiques, on n'avait pas les mêmes recherches. Aujourd'hui, on les a. On les a, on est tous assez intelligents dans cette salle. On a tous accès à des réseaux pour renforcer l'intelligence complémentaire et collective de nos conseils d'administration. Faisons-le. Faisons-le pour intégrer cette notion des différents capitaux et faire en sorte que notre modèle d'affaires commence ou se poursuit sur la régénération ou le soin de ces capitaux. Parce que si les prédictions scientifiques se réalisent, on n'a pas parlé de Rockström qui a identifié les limites planétaires, 7 des 9 ont été dépassés, ça a été annoncé à New York il y a 2 semaines, et on ne connaît pas l'effet domino de ce dépassement des 7 limites planétaires. C'est pas juste joli, c'est les conditions cadres, puisqu'on parle de conditions cadres, mais là, les conditions cadres du vivant pour préserver la vie sur Terre. Nos enfants, l'éducation, tout le progrès, c'est les conditions cadres. Donc voilà, j'aimerais juste finir là-dessus parce que pour moi c'était important de le dire. Maintenant, pour ce qui concerne l'intervention de l'État, de la politique dans l'économie, moi je pense qu'il nous faut un juste équilibre aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dérégulariser complètement ou de sur-régulariser. Et je reprends l'exemple que je vous ai cité au début de ce débat, qui est l'évolution des normes comptables. Pour moi, c'est pragmatique, c'est réel et c'est là. L'économie, c'est un grand jeu. Si aujourd'hui, on peut faire évoluer cette notion de la norme comptable pour que la nature, pour que l'humain, les partenariats, le capital social, ne figurent pas comme une charge dans un modèle extractif qui, dès qu'il a une baisse de revenus ou de son EBITDA, va couper dans les charges, eh bien, vous aurez des millions d'entrepreneurs, ou des centaines, qui vont œuvrer pour valoriser ce capital. Et croyez-moi bien que là, on va voir le changement. Évidemment, Philippe Dantermont, je vous ai vu dîner. Je pense qu'il soit question de déréguler ou surréguler. On surrégule déjà. Il y a chaque année 400 lois qui entrent en vigueur en Suisse. Chaque 1er janvier de l'année. Vous êtes un peu complice là, quand même. Oui, vous avez la majorité au Parlement. Je fais plutôt partie de ceux qui votent contre.
En général. Mais c'est pas la question parce que. On a des numéros. Non, globalement, on a 400 nouvelles lois ou modifications de loi qui sont en train de dire chaque année. Vous parlez de nouvelles normes comptables, on parle de nouvelles normes environnementales, ça n'arrête jamais. On n'est pas dans une société qui est en train de déréglementer, de donner plus de liberté aux gens, on est au contraire dans une société qui surréglemente. Le résultat est peut-être d'ailleurs très profitable pour la planète, puisque nous émettons moins de CO2 en Suisse et en Europe en général, année après année, on utilise moins de matières premières, on arrive à réduire notre impact sur l'environnement tout en croissant, mais à un moment donné, il y a une limite. On va détruire complètement notre tissu économique si nous continuons dans cette voie-là et si nous ne sommes pas un tout petit peu responsables dans la surréglementation. Professeur Genoux, dans cette logique d'indicateur de drame ou pas drame, c'est une question politique, mais maintenant il y a une chose, il faut quand même qu'en Suisse, on ait les gens avec nous, les citoyens. Et il y avait déjà eu un nom à une loi sur le CO2, il y a une deuxième version qui a été acceptée, il vient d'y avoir un refus d'objectifs climatiques à Zurich, objectif plus rapide pour le netto nul, comme on dit, en termes d'émissions de CO2. Est-ce que c'est pas aussi ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui? Les gens, ils ont aussi des questions de pouvoir d'achat chaque mois qui se posent, ils ne peuvent peut-être pas s'offrir tous les produits, et ça c'est un élément, parce que est-ce que c'est pas un problème de riches que vous montrez là? Ce serait cool si c'était qu'un problème de riches. Parce qu'en fait, la problématique, c'est pas de savoir si c'est un problème de riches, c'est est-ce que c'est un problème planétaire? Et qu'est-ce qu'on va subir? Et on n'a pas d'autre terre. On ne peut pas aller vivre. On a trouvé peut-être de l'eau sur un satellite de Saturne, cool. Mais je veux dire, on ne va pas aller vivre là-haut. Mais si d'autres font rien avec notre petite taille, à quoi ça sert, à part de se regarder de ces deux? Vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut parler de robustesse et d'antifragilité. Parce que probablement le monde n'arrivera pas à atteindre les objectifs de réduction d'émissions de CO2. Donc on sera plutôt sur la colonne des 3,2 degrés. Et donc, comment on va préparer à pouvoir justement supporter? C'est-à-dire, ma campagne, si un jour je ferai de la politique, j'imagine pas, mon slogan c'est votez pour moi, on ira moins loin, moins vite, moins haut. Mais évidemment, Oui, mais on a dit, ça ne marchera pas, c'est sûr. Ça va être super compliqué. Mais le problème, c'est que si vous laissez dans la tête des gens le rêve, comme quoi c'est possible de continuer. Moi, je dis à mes petits là-haut, je leur dis. Ils sont petits, non, mes petits, parce qu'ils sont. Voilà, ils sont au-dessus de moi, là, clairement. Je leur dis, mais vous devez changer de rêve. Parce que si vous gardez les mêmes rêves, ça ne va pas marcher, vous serez frustré, vous aurez envie de faire autre chose, et puis vous direz tout le temps, mais vous, votre génération, vous avez pris l'avion 2 fois par année, pourquoi on n'a pas le droit? Il faut changer de rêve, partir en vacances à pied ou à vélo de la maison. Après, culturellement, c'est intéressant, et on s'ouvre vraiment peut-être. Ah, ouais, non, après, évidemment, on s'approche, Lisa Bazin, sur cette question du modèle, et d'une certaine manière, des attentes des gens, on voit les opinions publiques sont évidemment, et en plus maintenant, on voit que par exemple l'Union européenne, qui était l'exemple de certaines règles environnementales et sociales qu'on voulait mettre dans la loi suisse, en second l'Union européenne, elle freine. Son Green Deal est en train d'être freiné aussi. Est-ce que cette page n'est pas tournée politiquement? Évidemment, votre grand désespoir politiquement, mais est-ce que ces attentes vertes, elles sont plus tellement attendues? Les gens n'ont plus ces attentes. Je pense que chacun et chacune a l'aspiration à vivre bien, et ça va continuer, et peu importe qui est pourquoi. Oui, mais c'est exactement ça. Enfin, la question pourquoi il y a eu cette dynamique qui s'est mise en place au niveau européen, c'est parce qu'il y a eu un emballement de la crise climatique qui a fait qu'il y a des décisions qui ont été prises. Après, il y a Trump qui arrive, qui leur fait peur. Au lieu de dire, nous on est fiers et on sait ce qu'on veut et on se défend, et on défend notre modèle, et on défend notre modèle démocratique, notre modèle d'état de droit, on se plie. Ça pose des questions pour moi fondamentales, de nouveau sur la souveraineté, sur qui gouverne, mais sur la question du problème de riches. En réalité, c'est pas un problème de riches, c'est un problème de pauvres, et c'est ça le problème. Parce que la crise climatique, c'est un problème de pauvres. Qui l'a subi, la crise climatique? C'est les pays du Sud d'abord, et dans les pays les plus prospères économiquement, c'est les plus pauvres. Parce que c'est les plus pauvres. Vous prenez la question de la température, des extrêmes de température, des canicules extrêmes.
qui va le subir le plus drastiquement? C'est des personnes qui ont des petits logements, qui sont en ville, bloquées dans leur logement, qui n'ont aucune possibilité de se protéger et d'avoir un système qui sont d'ailleurs locataires, donc ils n'ont pas prise non plus sur l'isolation de leur logement, sur un système de refroidissement. Et c'est ces personnes-là qui vont subir la crise climatique. Donc non, ce n'est pas un problème de riches, c'est un problème de pauvres et c'est aussi une vraie question de justice et de redistribution. Et c'est pour ça que, parce qu'on parlait de récession avant, mais si vous avez des frais de douane à 39% actuellement, et que fait la Confédération? La Confédération dit on veut un plan d'économie massif de 4 milliards qui va avoir des impacts directs sur notamment des secteurs très concrets. Rénovation des bâtiments, on veut biffer l'argent massivement. L'obligation constitutionnelle, c'est la même, je ne sais pas où, parce que... Parce que le frein à l'endettement, il a été adopté par les citoyens. Ah oui, non, mais il y a d'autres obligations, vous savez, il y a d'autres obligations constitutionnelles. Le frein à l'endettement, parlons-en. Alors, il y a des décisions qui sont faites, il y a des arbitrages, on dit on investit là, on baisse massivement dans la formation, ça va vous concerner, ça va concerner la future main-d'œuvre, on baisse massivement dans la formation, on baisse massivement dans la recherche, on coupe le programme bâtiment, donc ça veut dire aussi des emplois en moins qui sont là pour justement réaliser l'assainissement énergétique. Et peut-être que l'État devrait à un moment faire un programme anticyclique. Vous parlez d'économie, c'est typiquement le moment où on doit investir. On a un niveau de manque d'investissement en Suisse qui a un niveau de dette qui est dans les plus bas de façon mondiale. Et ça devient dangereux parce que ça veut dire que vous avez pas l'État qui va contribuer à développer, à faire une transition, mais aussi à investir. Serge Godin, comme représentant de l'industrie, vous dites aussi que l'État devrait peut-être un peu plus faire. Un peu plus. Faire, plus intervenir, plus fixer des objectifs. Je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est qu'il faut qu'on ait une vision régionale. Puis quand je dis régionale, c'est le continent européen. Il faut quand même juste se rappeler qu'on n'est plus que la troisième puissance économique mondiale et que c'est bien entendu si l'Asie et les Américains créent des réglementations totalement différentes de ce qu'on vit, on risque d'être en grosse difficulté. Donc il faut vraiment que là, pas besoin de faire partie de l'Union européenne, mais qu'il y a vraiment un cadre légal au niveau régional, au niveau de l'Europe, pour justement valoriser et trouver des solutions pour réduire notre empreinte carbone. La deuxième des choses aussi, il faut éviter d'être dogmatique, justement de fixer des règles trop dures. Et là, je suis tout à fait d'accord avec M. Nantermo, parce que plus on crée des règles dures chez nous, plus on va en fait désindustrialiser. Et puis on va importer nos bilans carbone. Aujourd'hui, 2/3 de nos bilans carbone est importé. Et la troisième chose, peut-être encore juste deux choses, la chose suivante, c'est reconnaître ce qu'on fait bien. Aujourd'hui, on consomme moins d'énergie par habitant en Suisse. On émet moins de CO2 par habitant pour les mêmes activités. Et ça, souvent, on oublie. Il suffit d'aller regarder le rapport de l'OFEM et de l'OFEL pour voir aussi tous les progrès. On évoquait en préparant, juste une petite parenthèse sur ça, on évoquait en préparant cet entretien avec vous, vous m'avez donné quelques chiffres sur vos processus de production, l'utilisation du minerai, c'est assez impressionnant. Oui, alors par exemple, l'acier, aujourd'hui, on n'utilise plus que 25% des matières primaires et on a réduit notre consommation énergétique par tonne de plus de 25%. Et souvent on oublie tout ça, mais pas seulement dans l'industrie, je dirais aussi au niveau de la politique. Aujourd'hui, en termes de sobriété énergétique, on fait aussi beaucoup de choses, même si M. Jodou aujourd'hui n'a pas apporté la casserole avec le couvercle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je fais plus attention qu'avant quand je cuis de l'eau. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que la Suisse doit rester une région d'innovation, une plateforme d'innovation pour le monde. Et ce n'est pas la première fois, on le voit aussi dans l'industrie, tout ce qu'on a développé à l'île Suisse a été un exemple depuis 100 ans d'innovation de produits bas carbonés. Aujourd'hui, on peut le transférer dans les autres régions. C'est pour ça que la politique doit faire des conditions cadres industrielles favorables à justement ensuite qu'on puisse transférer notre innovation dans les autres régions. Philippe Nantermo, même l'industrie, il faut peut-être un peu plus d'intervention quand même au niveau réglementaire. Est-ce que la justesse n'est pas un peu au centre ici, ce qui va le président Brégui d'ailleurs, au centre entre le libéralisme et une forme d'interventionnisme
mais vous faites pas de soucis, hein. Plus de réglementation, on en a tous les jours et puis on continuera à en avoir. Mais hein. stratégiquement, on ne dit pas des petits règlements. Mais stratégiquement, la politique industrielle que Serge Godin appelle de ses voeux, d'ailleurs, sauf erreur, vous avez bénéficié d'un soutien de l'État du Valais récemment pour votre entreprise, donc je veux savoir comment ça se fait chez nous. Globalement, Ça attaque la droite, non, la non, droite, c'est vrai, on en fait quand même en Suisse, on en fait quand même en Suisse. Mais la politique industrielle, moi je le vois comme la politique du Minitel en France. On est persuadé pendant 40 ans, après l'introduction d'Internet, d'avoir inventé ce que les autres ont fait sans avoir de politique industrielle. La Suisse a réussi à être un des pays, le champion du monde de l'innovation, sans politique industrielle, et peut-être parce qu'elle n'a pas de politique industrielle. Ça ne signifie pas qu'on ne doit pas écouter les entreprises, mais les entreprises, on les soutient avec une fiscalité qui est attractive. Alors là, je contredis Madame Mazol, évidemment, qui trouve que c'est un drame d'avoir une dette faible. De nouveau, je me tourne vers la France, et c'est quand même pas mal de ne pas avoir 4 gouvernements différents qui se succèdent en 6 mois pour essayer de résoudre une crise budgétaire. Donc c'est pas trop au centre pour vous quand même. Non, mais permettez-moi quand même de finir. La politique industrielle de la Suisse, c'est d'avoir une réglementation qui est trop forte de mon point de vue, mais qui est quand même un peu plus svelte que dans les pays qui nous entourent. C'est un État qui ne prélève pas trop d'impôts pour laisser la marge d'intervention aux entreprises, et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la politique de Donald Trump. Si ces dernières années, nous avons décidé d'en faire sur le continent européen un peu moins pour le climat, c'est parce qu'on s'est rendu compte que s'il y avait une crise climatique, il n'y avait pas que une crise climatique. Il se trouve que l'ensemble de la population, que ce soit les entrepreneurs, les salariés ou des retraités, ont des préoccupations qui ne se limitent pas que à la question climatique, c'est tout. Lisa Pazan, c'est quand même intéressant si vous prenez 15 ans et maintenant, vous entendez Madame de Mayer, Monsieur Godin, du côté de l'économie, il y a quand même une évolution. C'est pas que c'était faux avant, mais je pense qu'il y a une prise de conscience pour tout le monde. Donc ça va plutôt dans l'autre sens. Votre agenda, il est en train d'être réalisé. C'est juste qu'il n'y a plus que M. Nantermo qui tient un discours purement idéologique et peu argumenté, mais... C'est plus un peu vous avez fait un peu idéologique quand même. Non, mais je veux dire, à un moment, ici, on parle du détail, on parle du fond. Et puis c'est vrai que ça se fait déjà. La question, c'est comment on accompagne ça et puis comment on protège ça. Parce qu'il y a aussi une question de protection. Et juste sur la remarque, oui, on a en Suisse, on prélève peu d'impôts, ça permet aux entreprises de massivement investir. Oui, mais on en prélève peu aussi sur d'autres domaines, par exemple sur le capital individuel. Vous avez, c'était quoi, à peu près 100 milliards d'héritage l'année dernière. Et la moitié des héritages, il revient des personnes qui ont plus de 65 ans. Non, juste. J'aimerais juste finir sur ça. La question à un moment, c'est qu'on va avoir toujours plus du capital qui est dans une certaine mesure aussi, qui va pas servir directement à la société dans son ensemble. Et comment on fait pour garantir que chacune et chacun s'y retrouve? Parce que ces écarts que vous créez et qu'on voit aujourd'hui dans une montée du populisme toujours plus fort, il n'est pas non plus bon pour les entreprises. C'est intéressant parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai fait une disposition des tables qui est assez symbolique. Parce que j'ai l'impression qu'on a là, au milieu les politiques au front et derrière l'économie. Et ma question, Sophia de Meyer, c'est que j'ai l'impression, ça c'est pas ce que je fais Pénélope Musk. Je ne vais pas vous traîner à passer après sur le terme. C'est intéressant. J'ai l'impression, quand je vous entends avec M. Godin, que vous faites et que la politique a pas un temps de retard ou deux. Ils discutent de plein de choses, alors certaines choses ils les ont faites, d'autres moins, mais que vous y allez, vous faites les choses, vous avez fait de la durabilité des circuits courts par vous-même. Monsieur Godin nous parle des processus industriels, ces chiffres sont extrêmement intéressants. Est-ce que vous avez vraiment besoin de la politique? Je ne vais pas animer le débat, mais oui, c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou de l'économie, il y a énormément de progrès et on a cette capacité. Et c'est très bien. Et je pense qu'elle peut régler en grande partie la problématique de la crise environnementale. J'en suis persuadée. Maintenant, pour moi, ce qui compte le plus pour les années à venir, on a parlé de robustesse, j'aimerais aussi parler de résilience. La résilience, le problème est tellement complexe. On parle juste de CO2 aujourd'hui, mais on l'a dit, il y a 9 limites planétaires, c'est extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on mesure l'état régional des écosystèmes? On n'a pas encore la réponse. Comment est-ce qu'on peut régénérer? On n'a pas encore la réponse, pour citer quelques exemples. Donc quand je parle de résilience, pour moi, le secteur public, le secteur privé, ils doivent pouvoir collaborer.
plus efficacement, parce qu'ils l'ont fait avant, mais surtout de manière beaucoup plus humaine. On doit pouvoir ouvrir des dialogues, s'accorder les uns les autres, on a différentes opinions, mais comme dans la nature, la diversité crée de la résilience. Et c'est là où j'aimerais qu'on retrouve un juste équilibre dans le dialogue, dans les propos et dans la construction de ce monde. Et je vous donne juste un exemple très rapide, mais pour moi ça m'interpelle. On est en train, c'est la période de parler des coûts de la santé, et je sais qu'il y a beaucoup de représentants dans la salle qui sont dans ce domaine. Très bien, j'y œuvre aussi puisque je suis sur un conseil d'établissement de l'hôpital Riviera Chalon. Donc c'est une réelle problématique. Mais on entend encore trop peu parler de l'interdépendance entre le secteur de la santé et le secteur de l'alimentaire. Il y a un lien direct entre une malbouffe, entre guillemets, entre la dégradation des sols qui produisent ce que l'on mange et les coûts de la santé. Et là, ce dialogue permettrait une meilleure efficience de la répartition des budgets, de la réflexion déjà, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ensemble pour adresser la partie alimentaire qui touche au sol, à l'eau, pas seulement aux émissions de carbone, et avoir un impact positif sur les coûts de la santé. Où est-ce que vous mettez la limite Je vois bien votre propos de lier les différentes politiques publiques, mais il y a un moment où les gens font des choix individuels. Est-ce que dans votre approche, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on interdit, des comportements qu'on stigmatise d'une certaine manière? C'est toujours un peu la difficulté avec les programmes qui peuvent être un peu moralisants, des assureurs maladies qui vont dire bah oui, bah, c'est parfait, moi j'assure que les gens ont bonne santé. Ceux qui ont un peu moins d'abdos, ben, tant pis pour eux. C'est un peu la question suivante. Hein. Quand la politique s'occupe beaucoup de la vie des gens, on est vite dans la contrainte. Est-ce que c'est pas un risque? Non, je pense pas. Moi, pas la santé, hein, non, c'est non, mais ce qui compte dans tout ça, pour moi, c'est la notion d'exemplarité. C'est déjà de commencer par soi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on est appelé à avoir un comportement qui est durable, mais où est-ce que je peux agir? Est-ce que je consomme local? Enfin, je ne sais pas, il y a plein de pistes. Prenez-en quelques-unes, continuez à prendre celles que vous avez prises. Et pour moi, ça commence par ça. Puis après, à l'échelle d'une entreprise, l'exemplarité d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà chez nous pour faire mieux? Et puis comme ça, on construit un nouveau narratif. Et sur base d'une exemplarité plus que de règles ou d'obligations, je crois que l'exemplarité, elle a beaucoup plus d'impact dans le mouvement collectif que la règle absurde, quelquefois, et très dirigée. Pour conclure, avant qu'on passe à la salle, l'exercice avance d'avant, je vous remercie d'avoir fait de cette manière en abdominale. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 30 secondes, Philippe Dantermont, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas? Vous avez tous 30 secondes. Alors on commence par l'exemplarité du côté de l'État, parce que l'État du Valais avait 2 milliards de dépenses en 2000, aujourd'hui on est gentiment à 5 milliards. Je pense qu'en matière de décroissance, s'il y a bien un domaine qui suit le phénomène exactement inverse, c'est celui des recettes fiscales et des dépenses publiques. Lisa Madone. C'est intéressant l'exemplarité de l'État parce qu'il y a une loi qui a été adoptée, qui est la loi sur le climat et l'innovation, qui dit notamment que l'État doit avoir un rôle exemplaire. C'est la disposition qui n'a pas été mise en œuvre dans l'ordonnance par le conseiller fédéral Rochety. Donc moi, je suis d'accord avec l'exemplarité de l'État, aussi sur les questions de durabilité. Et là, il y a un progrès à faire. Et la première chose qu'on fait, c'est la cohérence. Et à un moment, la transparence vis-à-vis des citoyennes et des citoyens sur la dette qu'on est en train de produire pour les générations futures, mais assez prochaines. Enfin, c'est les étudiantes et étudiants qui sont juste là. Serge Godin. Oui, alors, oui, pour conclure, c'est vrai que le monde est plus compliqué que juste binaire entre croître et décroître. Hein. Moi, je reste convaincu qu'on peut transformer, innover, on peut créer de la valeur ajoutée. Il faut des conditions cadres, évidemment, qui soient smart, qui intègrent la région dans laquelle on vit. Et puis, je pense qu'avec ça, on va trouver des très bonnes solutions. La Suisse a toujours été championne là-dedans. Et moi, je suis persuadé qu'on va y rester. Une note d'optimisme. Pour terminer. Non, pardon. Le Professeur. La question c'est un jour de plus ou un jour de moins? Dans la prise de conscience qu'il faut changer. Oh non, carrément les jours. Oui, clairement, on est tellement tard que c'est en jour. La question c'est vous, c'est pas tellement nous. Nous on est 6 là, on fait voilà. Mais vous, est-ce que vous avez compris en fait vraiment ce que je vous ai expliqué? Vous avez écouté? Et notre question c'est, si vous avez entendu ce que je vous ai dit et qu'il vous manque de l'information pour savoir si ce que je dis c'est une idiotie ou bien c'est intelligent, qu'est-ce que vous allez faire demain
pour essayer de vous former à comprendre en fait le processus. C'est compliqué tout ça. Sophia Le Meilleur, pour conclure. C'est très bien parce que vous m'avez donné la piste sur ma première mesure. On nous a demandé 3 mesures pragmatiques, faciles et applicables. Alors pour moi, la première que je vous recommanderais, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de diversifier vos conseils d'administration pour justement écouter la science. Avec plus de femmes. Si possible. Le genou est prêt. Ou d'énergie féminine, parce que certains hommes l'apportent, Oui, d'accord. souhaitent le saluer. Plus de féminin. Voilà. La deuxième, c'est qu'effectivement, poursuivons sur le chemin de la transformation et de l'économie circulaire. Pour moi, c'est une piste essentielle, mais elle va prendre du temps. Et j'en viens à ma troisième recommandation ou type, c'est de se préparer à la gestion de crise. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui l'ignorer. Et quand je demande les plans de gestion de crise dans les divers secteurs dans lesquels j'opère, on me montre encore un plan des années 80. On s'imagine que le bâtiment va prendre feu et que tout le monde sortira sain et sauf. Mais la crise qui nous attend, elle va être systémique. Donc, si vous en avez le temps, prenez-le pour anticiper une gestion de crise. Faites votre plan de continuité d'activité. Merci Sophie. Toujours pas dire mot cette fois. On va passer aux questions de la salle. On a une grosse dizaine de minutes, une petite quinzaine de minutes. Sinon, on part à l'apéro. Je vous demanderai juste de vous présenter, cas échéant, vos titres de fonction, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, ici au milieu, madame. Attendez, le micro arrive. Je crois que c'est mieux. Pas très efficace. Merci beaucoup. Madame. Je suis Marie de Frémeville, je suis administratrice de société et je m'occupe de cybersécurité. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai une question sur l'intelligence artificielle, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne sais pas si c'était exprès ou pas. À votre avis, est-ce que ça va nous aider à être plus efficaces, moins efficaces, plus robustes ou moins robustes? On a misé sur l'intelligence naturelle aujourd'hui. Peut-être, on va commencer par M. Gaudin, dans les processus industriels, dans peut-être d'autres éléments de production. Merci pour la question. Puis c'est vrai que c'est un sujet aussi qui a un gros impact aussi environnemental, hein, puisqu'on consomme de plus en plus d'énergie pour tous les data centers, pour avoir des données plus intelligentes. D'ailleurs, souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, pour moi, non, c'est qu'on capitalise l'intelligence humaine dans des data centers, et c'est pas l'intelligence artificielle qui vient de Mars. C'est un sujet, bien entendu, que nous, on intègre dans l'industrie, sur l'automation des systèmes, sur l'efficacité énergétique, on peut beaucoup l'utiliser. Après, il y a certainement des limitations à l'utilisation. Et là aussi, il ne faut pas seulement toujours attendre, on disait avant que la politique est souvent en retard, mais attendre qu'il y ait des casses, on va dire comme ça, qui se produisent, mais plutôt d'anticiper et d'intégrer ça. Concrètement, limiter quoi? Certainement limiter, très bonne question. Déjà, est-ce qu'on veut limiter la consommation énergétique pour tous les data centers qu'il y a dans le monde, hein, parce que ça commence à venir certainement encore plus d'impact que l'aviation. Et la deuxième chose, c'est limiter le cadre légal de cette intelligence artificielle. Et là, je pense aussi qu'il faut... Il y a un travail, je vais laisser la parole aux politiciens. Nous, on va l'utiliser de manière la plus intelligente possible pour nos process industriels, ce qui est certainement plus facile. Non, on va faire encore un passage par l'économiste Sophia De Meyer, cette intelligence artificielle dans vos domaines. Alors, je suis en grande partie l'utilisation raisonnée de cette intelligence pour des raisons énergétiques et puis autres que celle-là. Pour moi, c'est un outil et il faut l'utiliser avec intelligence, pour le coup humaine. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles sans l'intelligence artificielle. Concrètement, Eh bien, je reviens un peu que je vous pose. oui, mais reprenons l'exemple d'Opaline. Créer des systèmes alimentaires résilients, des communautés entre voisins qui peuvent créer de la résilience en temps de crise. On ne le fait pas avec l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, et j'aimerais dire celle du cœur. Lisa Mazan. Donc l'intelligence artificielle, vous prenez à l'État, ça va faire plaisir à M. Lantermo, ça a permis de... Ça, c'est la tranchée au milieu, vous avez vu. C'est le nouvellement
aujourd'hui, ça a permis de l'efficience. Par exemple, pour répondre aux questions des parlementaires nombreuses, on utilise aussi l'intelligence artificielle qui permet de répondre plus rapidement. Donc oui, il y a des effets positifs et il faut les utiliser. Par contre, il y a l'effet rebond, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on a une nouvelle technologie qui nous permet d'économiser de l'énergie ou de devenir plus efficace, eh ben on va augmenter l'activité en général. Et puis la question, c'est justement comment on gère ça, comment on encadre, comment on gère toute la question des data centers, parce qu'on a toujours l'impression que c'est immatériel. En réalité, oui, ça a une matérialité et surtout, ça demande une consommation d'énergie qui est très importante. Et là, il n'y a aucune réponse à l'heure actuelle de la part de la Confédération, et je pense que ça, c'est préoccupant. Ni sur le cadre réglementaire, ça veut dire aussi mettre un frein à des abus d'autorité par l'intelligence artificielle, mais ni non plus sur la question énergétique. Philippe Danterot, vous qui êtes un consommateur d'ordinateurs, de tout ce qui est nouveau, vous connaissez toutes les nouveautés. Vous êtes un geek, voilà, je ne vais pas dire comme ça. Geek tendance nerd, suivant les sujets, et donc vous mettez. et vous avez vu naître tout ça très tôt. Hein. Il faut chercher les archives de la RTS, on se souvient d'un reportage où vous devez avoir 15 ans. J'étais de l'informatique. Exactement. Je travaille comme avocat, Vous ne dites pas c'est le moment de réglementer un peu plus ça, parce que Mme Amazon soulève quand même des problèmes qui sont réels. Dans les années 60 ou 70, il y avait une motion du groupe socialiste au Champ qui demandait une loi sur l'informatique pour la réglementer, éviter les dérives à venir de l'informatique. Dieu soit loué, elle est refusée. Imaginez quand même l'état de notre pays si on avait limité l'utilisation des ordinateurs. On serait l'Afghanistan, au milieu de l'Europe. En effet, Tout en nuance. Tout en nuance. Imaginez la Suisse, imaginez nos banques, nos assurances et le secteur pharmaceutique si on avait dû continuer avec les bouliers. La question sera la même, j'en suis convaincu, dans 15 ans, si on commence à limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Au contraire, je pense que le rôle de la politique, c'est de s'assurer qu'on ait de l'énergie en abondance, en sécurité et à un prix raisonnable dans les années à venir. C'est pour ça qu'on a besoin de centrales nucléaires. Qui croit que... C'est ma journée pour conclure. C'est clair, moi, sans AI, je suis beaucoup moins efficace. Dans le domaine universitaire, on a besoin de ces outils parce que vous ne vous rendez pas compte combien ça nous a grandi en fait. Parce que la capacité de ces outils à nous aider à réfléchir, évidemment, ça doit nous aider. Moi, je distingue deux problèmes. Premièrement, qui c'est qui développe ces outils? Et aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'existence de l'Europe et en particulier de la Suisse dans ces outils-là, alors qu'on aurait pu être des leaders. Et le deuxième truc, c'est vrai que les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie, mais on peut déjà arrêter le porno. C'est quand même le plus grand usage aujourd'hui de nos réseaux, c'est le téléchargement de vidéos pornographiques. Et après, on peut arrêter TikTok. Et puis, si vous pouvez nous laisser un tout petit peu plus de Vous place, êtes vachement normatif quand même. Ça, c'est un choix. C'est pas à l'évêché à un prof ou à d'autres de choisir ces choses. Ah, mais pourquoi des solutions? Je ne dis pas que vous allez les accepter. Mais C'est intuitif. non, mais clairement, s'il faut mettre. S'il faut peser le porno ou l'AI pour les universitaires, On va prendre une dernière question. C'est l'heure de la tête au Moi, je trouve ça un peu inquiétant, une société dans laquelle on va faire ce genre de choix. Ça, c'est un peu débat sur la liberté. On a une autre question. La dernière question, au milieu, monsieur. Bonjour, Sultan Zollinger. J'ai trouvé très intéressant la présentation de Monsieur Genoux. Ça réveille, ça montre qu'il faut agir. Par contre, je suis quand même déçu sur ce pessimisme que la seule solution qu'on ait, c'est de décroître. Pour moi, la croissance fait partie de la solution. La croissance, on pense souvent que c'est un gâteau et c'est juste créer plus de gâteaux, mais c'est pas ça la croissance, c'est aussi créer des choses qu'on n'imagine pas encore. Vous avez plusieurs fois cité la date de 1974. Je pense 50 ans après, ici, il y a peu de gens qui voudraient retourner en 74. On pense au progrès dans la médecine, on pense au progrès solaire, il y a mobilité. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué bien.
et qu'on ne voudrait pas renoncer. Est-ce qu'on ne peut pas faire un débat plus positif, plus optimiste et penser que la volonté de créer de nos entreprises est part de la solution qui va résoudre ces problèmes? Merci beaucoup. Stéphane, je vous appelle le photo blues. Non, mais je suis super optimiste. Hein. mais franchement, ce qui compte, souvenez-vous quand vous étiez confinés, il y a plein de gens qui ont vécu ça très bien. Vous aviez du temps pour passer du temps avec vos enfants, pour vous balader. Finalement, c'est quoi le truc positif dans vos vies? Est-ce que c'est vraiment de courir après un Ça chiffre? fait pas les courses. Hein. Oui, mais il n'empêche qu'on peut très bien payer les courses et puis peut-être prendre un commode d'avion pour aller en vacances dans le tour du monde. Hein. Sur ce compliment. Non, Serge Godin, c'est notamment Serge Godin d'abord. Chacun aura un mot de conclusion, Serge Godin d'abord. Alors avant que M. Lantermont revienne sur des lois de 1960 qui n'ont pas passé, j'aimerais peut-être... Parfois je suis un peu surpris parce que il me semble que, en tout cas de mon côté, j'étais très positif. On ne veut pas augmenter le gâteau, on veut le faire de manière différente. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce que l'industrie fait tous les jours. Et encore une fois, alors ça peut-être la politique doit vraiment aussi mettre en évidence tout ce qu'on fait bien. Parce que les Suisses font plein de choses très bien, mais vous le savez pas. Sur sa femme blouge. Non, juste une chose, pendant le confinement, il y a une recrudescence par exemple des violences conjugales, parce que, non mais pour dire, hein, enfin, c'était pas seulement super, parce que si vous habitez dans un petit appartement, c'était pas forcément super. Donc, juste pour dire que, hein, après vous sortez un an, je sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la question de la manière dont on peut vivre chacune et chacun, elle est centrale, et dans quelles conditions, du coup, avec quelle justice on peut mettre en place ces mesures. Et je pense que c'est ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument que ces mesures, elles soient justes, et qu'elles soient justes et profitables pour l'ensemble de la population. En fait, moi, personnellement, je trouve que la question de la décroissance, c'est un peu un faux débat avec des vraies questions. Faux débat parce que c'est pas blanc ou noir, c'est pas la décroissance de aujourd'hui à demain, et de quoi et comment et avec qui. Toutes ces questions, elles sont pas répondues quand on dit juste la décroissance comme un slogan. Par contre, il y a des vraies questions, c'est comment on fait la transition de notre économie pour qu'elle rentre dans les limites planétaires. Et cette question-là, et c'est juste qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont exemplaires. La question, c'est est-ce que les règles du marché aujourd'hui, elles les encouragent, ou aussi est-ce que parce qu'on ne pose pas de règles et qu'on laisse prise à une concurrence qui va valoriser un dumping environnemental, est-ce que ça ne va pas aussi avoir un effet en fait néfaste pour les acteurs les plus exemplaires? Et c'est cette question à laquelle on doit répondre aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans un cercle vertueux ou dans un cercle pernicieux? Vicieux. Vicieux, merci. J'ai que des mots en allemand, c'est terrible. Certainement en allemand. Je pense que j'ai un problème dans la salle, du coup j'ai Merci. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à Mathias Bréguis sur le plateau que les romans savaient mieux le français que les alémaniques. Non, les romans savaient mieux l'allemand. Les romans savaient mieux l'allemand que les alémaniques le français. Il m'a contesté, mais vous êtes aujourd'hui, vous pourrez lui prouver à la Prévost, on parle très bien l'allemand. Là, je pense que Mme Mazol a raison. Je suis un monsieur Bréguis, qui n'est pas alémanique, il est ovalaisant en fait. Attention. C'est pas la même chose. Pour conclure, Philippe Lantermont. Oui, sur le confinement, parce que je trouve que c'est intéressant de prendre le confinement comme modèle de décroissance. Donc voilà la société idéale vers laquelle on peut tendre grâce à la décroissance. Bon, si on met de côté quand même cette période où il n'y avait pas que du bon, hein, il y a quand même eu pas mal de morts, des faillites, des violences conjugales, des divorces, c'est peut-être mieux pour nous les avocats. Mais il y a beaucoup business. Hein. Non, il faut le penser. Mais rappelons quand même que ce que les gens ont aimé dans le confinement, ceux qui ont aimé, c'est les vacances. Et ces vacances, elles ont coûté 33 milliards de francs à la Confédération et on les paye aujourd'hui. Alors, pour pouvoir s'offrir des longues vacances comme on l'a fait pendant le confinement, il faut de la croissance en réalité. Il faut que quelqu'un paye un jour ou l'autre. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand on dépeint un monde de décroissance merveilleux où les gens peuvent faire des promenades toute la journée sans travailler, c'est qu'il faut que quelqu'un le paye. Alors oui, c'est le modèle de redistribution socialiste qu'on nous vend chaque 4 ans, mais ça ne marche pas, on le sait. Sophie Abreuil, une note positive ou du pessimisme? Mais
Moi, je crois qu'on l'a été, en tous les cas au niveau de l'économie, positif, mais je vais répondre à cette interpellation. Dans le mot croissance, il y a le mot sens. Et en fait, je crois que l'invitation, elle est réellement aujourd'hui au niveau stratégique, politique, où que ce soit, de repenser le sens de la croissance, au vu des enjeux du XXIe siècle. Et là, il y a des réelles réflexions à avoir, on les a débutées aujourd'hui. Et peut-être que je vais conclure avec mon introduction. Je crois que le mot décroissance est très mal choisi, parce qu'il est paralysant. Et voilà, c'est un faux débat, je crois que ça a été dit. Parlons de croissance vertueuse en tenant compte du bien-être individuel, de la santé. Je n'ai pas les statistiques, mais combien de burn-out est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est un coût pour les entreprises, si on veut être pragmatique, c'est réellement là. On a des chaînes de valeur, c'est le capital social, qui sont très peu résilientes. Est-ce que les gens sont aussi moins résilients? Peut-être bien aussi. La culture de l'effort. Mais je termine sur le capital social. On a des chaînes de valeur qui sont très peu résilientes. Et puis sur le capital naturel, je crois qu'on a assez dit. Donc, parlons de croissance vertueuse. On peut faire une caricature de la science. C'est facile, mais c'est des faits. Bonne conclusion, Oui, merci, j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois vraiment tous ces animateurs et les modérateurs vraiment. On vous avait dit que le sujet était peut-être risqué, certainement il l'a été, mais en tout cas il a été très animé et je suis persuadé qu'à l'apéritif il y aura beaucoup de discussions et c'est ce qu'on voulait également. Donc merci à vous pour avoir animé aussi bien ce rendez-vous.